Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 2 heures de cours, 1 heure de construction et 1 heure de productique. On va commencer par l'heure de construction et nous allons parler de la résistance des matériaux. C'est quelque chose qu'il va falloir aborder suite au cours qu'on a vu sur la statique. À savoir que la statique étudie le comportement des systèmes de manière statique, c'est-à-dire sans mouvement. On considère que les matériaux sont indéformables. Justement, la résistance des matériaux est là pour compenser ce défaut. Les matériaux sont bien déformables. Et la résistance des matériaux va nous permettre de calculer le dimensionnement des pièces mécaniques. Le dimensionnement des pièces mécaniques dans les systèmes, pour éviter qu'ils cassent. Bien, on va partir sur des généralités, donc là vous voyez affiché à l'écran la résistance des matériaux est la science qui vise à la détermination par le calcul des dimensions des pièces de machines résistantes aux efforts. Alors, les RDM se trouvent, donc RDM c'est l'acronyme de résistance des matériaux, se trouve toujours dans le domaine élastique avec des corps homogènes. Donc, et isotropes homogènes, je rappelle, partout les mêmes propriétés mécaniques et isotropes, partout la même constitution. C'est-à-dire que si on sollicite la pièce dans n'importe quelle direction, elle va se déformer de la même manière. Donc ici, on a ce que l'on appelle une courbe de traction, euh, qui est la représentation de la sollicitation, de l'allongement d'une pièce en fonction de la sollicitation, sigma, qu'on appelle aussi la charge, et qui est en newton. Et ici, on a l'allongement, c'est la différence entre la longueur initiale d'une pièce et la longueur au moment où on applique cette charge. Il va y avoir une différence entre les deux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'allongement. C'est L0 moins L. Donc, L moins L0, c'est la longueur à l'instant donné, moins la longueur L0, c'est la longueur initiale, qu'on appelle allongement. Epsilon, c'est un 3 à l'envers. Et ici, sigma, qui est un petit sifflet. Ce sont des lettres grecques. Donc ici, nous, on essaye d'étudier toujours pour que la pièce reste dans la zone élastique. Pourquoi on veut rester dans la zone élastique? Tout simplement parce qu'ici, il va y avoir deux zones. Une zone élastique et une zone de déformation plastique. La zone plastique, les déformations sont irréversibles, c'est-à-dire j'ai suffisamment tiré sur la pièce pour que elle garde, c'est-à-dire je tire dessus, je vais l'allonger, et cet allongement va être permanent, c'est-à-dire qu'il va y avoir, même si on relâche la contrainte, la pièce va s'être allongée d'une certaine distance. Alors que si je reste dans la zone élastique, la pièce va réagir comme un ressort. Je vais la contraindre et elle va revenir à sa forme initiale sans avoir modifié sa dimension initiale. C'est-à-dire que l'allongement, si je tire ici jusqu'à cette valeur-ci, que je relâche l'effort, pouf, mon allongement revient à 0. Cependant, si je commence à arriver ici dans la charge maxi élastique, c'est-à-dire que si j'arrive à cette valeur-là, au-delà, je suis en zone plastique, et en zone plastique, les déformations sont permanentes. Donc, ce qu'on va chercher à faire, nous, quand on va dimensionner nos pièces, c'est de ne pas dépasser cette charge maxi élastique. Il existe plusieurs différents types de sollicitations. La première des sollicitations sont des sollicitations longitudinales. Il existe aussi des sollicitations transversales. Ces sollicitations vont porter différents noms. La première qu'on connaît, c'est la sollicitation de traction. Alors, est-ce que elle va fonctionner, l'animation? Évidemment que non, parce que ça devait être du flash. Alors, une sollicitation de traction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple quand je vais prendre un ressort et que je vais tirer dessus. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Voilà. Voilà une sollicitation de traction. Je vais tirer sur les deux extrémités de la pièce et je vais tirer. Vous connaissez très probablement les barres de traction qui permettent de tirer des pièces
l'une par rapport à l'autre. Ah ben voilà, très bien. Bon, je vais pas rentrer dans les détails ici avec les torseurs. La traction, c'est une poutre est en traction simple ou en compression lorsqu'elle est soumise à deux forces axiales directement opposées appliquées au centre des surfaces externes qui tendent à l'allonger. Et à l'opposé, on a aussi la compression qui va consister à écraser, c'est-à-dire le sens de la sollicitation, et inverser. Il va être vers l'extérieur de la matière pour une traction et vers l'intérieur de la matière pour une compression. Ça, c'est la première des sollicitations, traction-compression, en sachant qu'elles sont opposées. La traction vers l'extérieur de la matière, la sollicitation, la compression vers l'intérieur de la matière. Et ensuite, il y a le flambage. Le flambage, c'est une sollicitation particulière. Je sais pas s'ils vont en parler là. Ça m'étonnerait. Le flambage, c'est une sollicitation... Alors, on va revenir dans résistance des matériaux. Traction, compression, cisaillement. Bon, ici, il y a des exercices. Et il n'y a pas là... Le flambage, c'est une sollicitation de compression, mais sur une faible section. C'est-à-dire, si la section est petite et la longueur est suffisamment grande, on a ce que l'on appelle une sollicitation de flambage. C'est sur des pièces fines et longues. On a du flambage. À faible section et grande longueur. Ensuite, on va avoir des sollicitations transversales. Le cisaillement, la torsion ou la flexion. Le cisaillement se rapproche de la notion de cisaille. Le cisaillement, ici, par exemple, on a sur une cisaille, quand on coupe de la tôle, justement, on va déplacer la limite, la résistance mécanique de la pièce avec une cisaille pour pouvoir couper de la tôle. Le cisaillement, c'est ceci. Je vais rentrer là. C'est une sollicitation mécanique dont la contrainte est perpendiculaire à la section. Donc dans l'autre cas, pour la compression et la traction, on est dans l'axe de la section. Pour le cisaillement, on est perpendiculaire à la section. Et en gros, on va venir cisailler une partie de la pièce par rapport à l'autre. Ça peut très bien être un cisaillement, ici, avec une butée. D'accord ? Donc ça, ce sont les différentes sollicitations. Alors, on va regarder pour la traction d'abord les contraintes. Donc ici, les contraintes, la résistance des matériaux, la contrainte de traction. La contrainte dans la pièce, elle est appelée sigma. Elle correspond à l'ensemble des actions agissant à l'intérieur de la pièce en fonction de sa surface. Cette contrainte sigma, on la reconnaît, sigma égale F sur S. Ça ressemble à P égale F sur S, c'est la même formule en fait qu'on a quand on fait le calcul de l'effort, enfin, de la pression, de l'effort résiduel à la pression exercée sur la tête d'un piston, dans un vérin par exemple. C'est exactement la même chose. On calcule, on a une force, on a une surface, bon, on a une section, enfin on a une section, donc en millimètres carrés, une surface, et on va en déduire la contrainte intérieure à la pièce, et on va vérifier quand on va faire un calcul de RDM que cette contrainte ne dépasse pas, tout simplement, la limite élastique. Alors, sur la traction, on a des contraintes évidemment, donc sigma égale F sur S. C'est l'équivalent du P égale F sur S, sauf qu'ici, on est à l'intérieur de la matière, et on cherche à savoir quelle est la contrainte, donc la pression qui s'exerce sur une certaine surface, et on vérifie que cette pression, elle n'est pas trop importante, et qu'elle ne va pas déformer définitivement ou casser la pièce. Il y a des notions de coefficient de sécurité. Pour prémunir tout risque, en fait, on va mettre des coefficients multiplicateurs à la contrainte. Par exemple, si je dis que ma contrainte pour mon matériau, elle est de, je sais pas, je dis une chose au hasard, à 1000 mégapascales, je peux très bien mettre un coefficient de sécurité de 2 et je considère que ma pièce doit résister à 2000 mégapascales. Donc le principe du coefficient de sécurité, c'est d'augmenter
La résistance, on va dire que notre résistance élastique du matériau, elle est 2 fois plus élevée que la réalité, et comme ça, on est sûr que ça ne viendra jamais à casser. Il faut savoir que, par exemple, en mécanique courante, on est entre 3 et 4 pour le coefficient de sécurité. Pour les engins publics, 10, et par exemple pour l'aéronautique, on va se situer autour de 15 à 20. Donc en gros, la résistance maximale, elle doit être, bien entendu, bien plus importante. Donc ici, si on est sur une courbe de traction, nous on va chercher toujours à rester évidemment dans la limite élastique. RE, donc c'est la limite élastique, et elle s'écrit en mégapascal. Mais ce qu'on va chercher surtout, c'est ici, en fait, à partir de ce moment-là, là ici, il y a rupture. Donc il ne faut jamais dépasser la résistance maxi. Bon, c'est pas résistance maximum avant cassure, c'est RM, résistance mécanique. Donc c'est la résistance maxi. Au-delà, en fait, la pièce va rompre, elle va casser. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est toujours à rester dans la limite élastique, qu'il n'y ait pas de déformation résiduelle. Donc en plus, voilà, bon, RA c'est la résistance admissible, ou RPE, résistance pratique à l'extension. Il y a plusieurs manières de la noter, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne jamais dépasser RE, et surtout ne jamais dépasser la résistance mécanique Rmax, tout en appliquant un coefficient de sécurité, bien évidemment. Les conditions de résistance, ben, tout simplement, ça va être, je vais calculer la contrainte dans ma section, F sur S, donc il faudra calculer la section, en millimètres carrés. La force sera en newton, on aura des newtons par millimètre carré, ça donne des newtons par millimètre carré, je rappelle que c'est l'équivalent des mégapascales, donc sigma égale F sur S, et on vérifiera qu'elle est inférieure à la limite pratique élastique. Et cette limite pratique élastique, elle vaudra la résistance élastique divisée par K. Donc cette fois-ci, si on veut que ça résiste au moins à cette valeur-là, on vérifiera qu'elle est la résistance élastique divisée par le coefficient de sécurité. La déformation, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, nous ce qui va être intéressant, c'est qu'on va utiliser des outils pour faire ça. Et on va, bien évidemment, regarder directement le lien avec le sujet de bac qu'on a vu l'autre jour. Donc ici, j'ai modélisé une pièce, vous voyez ici, qui n'a rien d'exceptionnel. C'est une pièce qui est constituée de 2 cylindres, d'un cylindre qui est plus petit en diamètre. Ce que je vais chercher à vérifier, nous allons faire une sollicitation de traction, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, bloquer cette surface-là et tirer sur celle-ci. Donc pour faire ça, on va utiliser un module de top solide qui est un module de dimensionnement par élément fini. Alors je vais mettre au coffre, hop. Et ici, je vais faire préparation d'analyse. Donc vous, je ne vous demande pas de le faire, mais vous devez être capable d'interpréter les résultats le jour du bac. Donc ici, on va générer solide. Méthode rapide assistant. Donc ici, j'ai ça qui arrive. Voilà. Il n'y a pas de chargement défini, ça veut dire que j'ai pas créé de sollicitation sur la pièce. Les conditions limites sont insuffisantes. Je n'ai pas rajouté de surface bloquée ou de surface bloquée ou de glissement, etc. J'ai pas créé de maillage, c'est-à-dire que je vais créer un maillage de la pièce et les matériaux sont définis. Je vais valider. Ici. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analyse. La première des choses dans l'analyse, je vais passer par l'assistant. Et ici, il me dit pas de maillage. Les géométries sont pas maillées. Donc je vais créer un maillage. La taille cible, on va mettre 4 mm. Le principe du maillage, c'est de transformer votre pièce en une succession de petits triangles ou tétraèdres. Donc là, en l'occurrence, ce sont des triangles qui approximent la surface de la pièce. Pourquoi? C'est ce qui va permettre de simplifier le calcul. Donc pour simplifier ce calcul, on fait un maillage. Une fois que j'ai fait ce maillage, je vais bloquer des surfaces. Donc par exemple, ici, je vais encastrer cette surface-là. Encastrer, ça veut dire qu'elle est bloquée, elle ne va pas bouger. Je vais bloquer aussi celle-ci. Et puis je vais bloquer celle-là. Ok, tout ça c'est verrouillé, ça ne bouge pas en position. Maintenant, je vais créer des surfaces où il va y avoir des
sollicitation. Donc je peux mettre une pression uniforme, une force surfacique, une pression hydrostatique, une accélération, une force centrifuge, bref, plein de sollicitations, ou une force ponctuelle. Donc nous, on va mettre une pression uniforme. Vous voyez qu'ici, je peux la mettre en mégapascal, en newton par millimètre carré. Donc ici, admettons, on va mettre sur cette surface-là, je sais pas moi, 100 mégapascal. Ça fait 10 kg par millimètre carré, c'est pas mal. Allez, 100 mégapascal, et je valide. À partir de maintenant, je vais pouvoir revenir dans mon assistant. Tous les drapeaux sont au vert, je peux faire la modélisation. Donc ici, je vais cliquer sur résolution, et le logiciel va me donner des résultats. Donc ici, on est sur une norme de déplacement, c'est-à-dire que vous voyez, en contraignant ici cette surface-là de 100 mégapascal, j'ai un déplacement maxi de 0,2 mm, c'est-à-dire qu'en mettant 10 kg au millimètre carré sur cette surface, ma pièce au final va se déplacer de 0,217. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on a dépassé la limite élastique du matériau ou pas. Donc pour savoir ça ici, il faut changer l'échelle. Pour changer l'échelle, je vais dans Résultats, et je fais Résultat des contraintes. Résultat des contraintes, von Mises, je valide. Donc vous voyez qu'ici, la contrainte maxi, elle se fait là. C'est logique, vu qu'on a verrouillé ici, ben c'est là, à cet endroit-là, qu'il va y avoir le plus de sollicitations, que la pièce va être la plus sollicitée. C'est normal, puisque en tirant ici, c'est à cet endroit-là que ma pièce va commencer à se déformer et risque de casser. On voit ici la contrainte maximale, 1100 MPa. Alors 1100 MPa, c'est la contrainte maxi. Qu'est-ce que je vais vérifier? C'est que cette contrainte ne dépasse pas la limite élastique, ou du moins la limite mécanique de mon matériau. Admettons que ma matière, ça soit de l'acier. Je vais revenir ici. On va, dans la pièce, aller voir la matière qui est définie par défaut. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu bizarre qu'il arrive à me faire des calculs. On va prendre un acier au carbone classique. C'est 48, je valide. On va aller voir ses caractéristiques mécaniques. Je vais aller les voir ici. Matériaux, top solide, c'est où? Mécanique isotope solide. On va aller voir derrière les matériaux. Non. Bon, c'est pas dans celui-là. Bref. On verra plus tard. Donc ici, normalement, si je prends de l'acier, on va aller dans une fiche matière de XC48. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on doit avoir ici, non, on a juste, on n'a pas la notion de résistance mécanique, donc on va mettre RM. Voilà, ici par exemple, du XC48, on a sa composition et ses caractéristiques mécaniques moyennes. Attention, ce sont les caractéristiques mécaniques moyennes. Donc ici, vous voyez que la résistance élastique en newton par millimètre carré, c'est 275 à 340 newtons par millimètre carré. Je rappelle, les newtons par millimètre carré, ce sont aussi des mégapascales. Des mégapascales. Donc ça veut dire entre 275 et 340 mégapascales. Et sa résistance mécanique, RM, la résistance maxi, elle est entre 560 et 620. Donc admettons qu'on prenne 620 qui sera ma résistance mécanique maximale. Ici, on est à 1100 mégapascales. Donc ça veut dire que théoriquement, la pièce, elle vient de casser. On a dépassé la limite, la contrainte mécanique maximale.
Alors je vais le refaire puisque j'ai changé la matière. Enregistrer. On va refaire l'analyse. On va lancer l'assistant. Ah oui. Donc ici, il faut que je relance l'assistant. Les matériaux ne sont pas définis. Modifier les caractéristiques mécaniques et éventuellement terning du matériau. Alors ça veut dire que le XC48, il manque des informations en termes de résistance. Je vais changer de matière. Admettons, je vais la faire en aluminium, 2017, parce qu'il va y avoir la valeur là. En fait, il faut que dans la fiche matière soit définie évidemment la résistance mécanique, la résistance élastique, le coefficient de Poisson, qui est un coefficient un petit peu particulier, et d'autres choses. Donc ici, je vais relancer le modèle. Voilà, il va refaire le calcul. Tac. Opération de résolution est invalide. Voilà, 1090. La contrainte est moins élevée, mais bon, si je prends du 2017, vous allez voir que les contraintes sont... Forcément, l'aluminium est moins résistant que l'acier. RM, alu, N-W 2017. Tac. Donc sa résistance mécanique, ici, bon, à l'état de base, hein, c'est 225 MPa. 225 MPa, et ici, on a 145 pour la limite élastique. Donc 225 MPa, on a 1090, pareil, là la pièce elle a cassé. Ok. Maintenant, comment je vais faire? Tout simplement, il faudrait modifier les sollicitations pour éviter qu'elles soient si importantes. Ah mais là vous l'avez ici, la limite élastique, 240 MPa, on a 1090, on a dépassé la limite élastique bien évidemment, donc la pièce a cassé. Évidemment, ici, si on a un coefficient de sécurité, la limite élastique est en 240 MPa, si mon coefficient de sécurité est de 2, on considère que la limite élastique, elle est de 120, c'est-à-dire la moitié. On va diviser par le coefficient de sécurité, et on vérifiera que notre contrainte ne dépasse pas la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité. Donc ça, c'est quand on est en traction. D'accord? Donc traction, je vous rappelle, la sollicitation, on a bloqué un côté, on a tiré de l'autre. Mais c'est comme si on tirait dans les deux sens, mais à 50% de chaque côté. Donc ici, par exemple, on a dépassé la limite élastique, c'est normal, j'ai mis une contrainte qui est très élevée, et du coup, ma pièce, elle a cassé. Donc le chargement, je peux le changer ici. On va mettre, allez, 20 mégapascales, ça fait 2 kg par millimètre carré, et je valide. Hop là. Alors ça arrive régulièrement. Hop. C'est tout simplement qu'il faut que je relance le maillage normalement. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Hop. Donc ici, contrainte de von Mises, oui, je vais bien les voir. Hop, voilà. Et donc là, ici, on a 218 MPa. La contrainte maxi. On vous montre l'endroit où il y a la contrainte maxi, c'est généré par une échelle de couleurs. Bien entendu, ici, on vous dit que la contrainte maxi, c'est 218 MPa. C'est à l'endroit où c'est rouge. À l'endroit où c'est bleu, la contrainte est minimale. Donc ici, comme il y a une contrainte très élevée, on est à 217, on est juste en dessous de la limite élastique, donc ça veut dire que techniquement, la pièce ne va pas rompre, et même elle ne va pas casser, elle ne va pas dépasser cette limite élastique. Bien entendu, il faut prendre en compte que, là en l'occurrence, j'ai mis une pression surfacique qui est une contrainte en mégapascal. Mais nous, souvent, ce sont des contraintes en newton que l'on va avoir, ça va être une charge. Mais c'est une charge qui est répartie sur une surface, donc au final, c'est une contrainte. Des newtons par millimètre carré. Bon, résultat de fatigue, j'en parle pas. On peut faire des captures d'image, si vous voulez capturer l'image pour la mettre dans un dossier. Et ici, par exemple, je peux regarder le résultat des déplacements. Donc bien entendu, ici, on n'a plus que 0,13 mm, mais c'est quand même très important. Et on peut modifier le facteur d'échelle, c'est-à-dire qu'ici, si j'augmente le facteur d'échelle, voilà ce qu'on obtient en fait réellement. Si j'augmente le facteur d'échelle, en fait, ça vient s'étirer de cette manière-là. D'accord? Et bien entendu, là, si le facteur d'échelle est à 0, voilà ce que j'obtiens. En fait, on va venir
tirer sur la pièce, et donc la déformer. Et vous voyez que sa section diminue au milieu, ça c'est normal. Ok. Donc on a bien un déplacement, vous voyez que la surface ici se déforme, celle-ci elle se déforme pas parce que je l'ai bloquée, mais j'aurais pas dû. Techniquement il n'y a pas besoin de la bloquer celle-là. Analyse, blocage, on vire l'encastre, on va éditer l'encastrement, on va supprimer cette surface. Non. Normalement elle n'est pas bloquée, celle-là, même celle de derrière elle n'est pas bloquée là. Non. Je vais annuler. Je me suis trompé. Non, chargement, c'est blocage, édité, donc c'est la deuxième et la troisième. Faut que je vire. Voilà. Hop. Toujours pareil, hop, on fait un coup d'enregistrement, parce que sinon ça va pas fonctionner. Hop, on va refaire l'analyse statique, donc ici je vais relancer le calcul, hop. Donc là on n'a pas tout à fait le même résultat que tout à l'heure normalement. Moi je veux les contraintes, von Mises, voilà. Donc ici, si on fait ça, on voit bien qu'en fait, il va y avoir, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai débloqué celle-là et j'ai débloqué celle-là. Pourquoi? Parce que la contrainte est répartie de chaque côté. Normalement, quand on tire, si on prend cet élément-là et cet élément-là, on va tirer entre les deux. Mais la contrainte, elle est maxi, c'est logique à l'endroit où il y a là le raccord. On remarque aussi quelque chose d'important, et je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle les concentrations de contraintes. Quand on a des arêtes vives comme ici, on voit bien que la contrainte, elle est concentrée à l'endroit de l'arête, à cet endroit-là. Si on veut limiter cet effet, ce qu'il faut, c'est rajouter de la matière et mettre un rayon. Démonstration tout de suite, donc là ici on est à 189 MPa. Si maintenant, dans ma pièce, je rajoute un rayon ici, un rayon de 2, oui par exemple, on va faire un peu plus grand, on va faire un rayon de 4, qui soit un petit peu plus volumineux. Si maintenant je rajoute un rayon de 4, je vais relancer l'analyse, et on regarde au niveau des contraintes, on affiche les contraintes, von Mises, on voit qu'ici, là, elle a fortement diminué la contrainte, tout simplement parce qu'on a rajouté de la matière, donc on a augmenté la résistance dans l'angle. Et on voit qu'en fait, la contrainte maxi, elle se fait à l'endroit où la section est la plus faible, ce qui est logique. Mais elle a baissé. Je sais plus à combien on était juste avant. Si je fais le premier rayon. Ok. Donc on était à 139, là on est à... Là. 189, donc vous voyez, on a gagné en résistance mécanique. La contrainte est moins élevée, de quasiment de 50 mégapascales. Ce qui fait qu'en fait, on augmente la résistance mécanique de notre pièce, juste en rajoutant 2 rayons ici. Voilà, donc ça c'était pour la contrainte de traction, c'est-à-dire qu'on va solliciter la pièce, ici. Voilà, on va remettre les déplacements, le facteur d'échelle, et en fait, on va tirer sur la pièce pour la déformer. D'accord? Contrainte de traction. Maintenant, on va voir la partie inverse, toujours avec la même pièce, qui est une contrainte de compression. Et ici, on pourrait presque dire que c'est du flambage, puisque c'est une forme particulière, le flambage, qui est sur des pièces qui ont des faibles sections et de grandes longueurs. Alors, ici, ce que je vais faire, on va changer, on va revenir ici, on va modifier les sollicitations. Donc on va modifier les sollicitations. Les sollicitations, au lieu qu'elles se passent dans un sens, on va les faire dans l'autre. On va inverser le sens des sollicitations. Une pression uniforme, au lieu d'avoir une pression uniforme dans un sens. Mince, je vois pas la pièce. Voilà. Je vais l'enregistrer parce que sinon j'arriverai pas à modifier. Ici, au lieu d'avoir les sollicitations dans un sens, on va remettre les sollicitations dans l'autre. Ah punaise, je vois plus la pièce, c'est pénible. Faut que je passe en mode assistant chargement. Effort surfacique. Hop, géométrie. On va pousser là. La direction, hop, on va l'inverser.
comme ça. Force, repère, direction. Allez, on va mettre 1000 newtons. Ça fait 100 kg sur la surface. Hop. Tac. Donc là, ici, on a une force surface X. C'est une force qui s'applique sur cette surface. Je vais enlever, bien évidemment, la pression uniforme qui s'applique en dessous, sinon ça ne va pas fonctionner. On va enregistrer, on va lancer l'analyse, et c'est parti. Donc ici, donc là on est sur les déplacements, donc on vous dit que le déplacement maxi c'est 0,14, mais nous ce qui nous intéresse c'est la contrainte. Donc ici on voit bien que les contraintes elles se font au même endroit. Et on est à 14,7 mégapascal. Donc 14,7 mégapascal. Si on regarde la résistance, en fait, on voit que tout simplement, c'est bon, il n'y a pas de souci, on ne dépasse pas ni la limite élastique, ni la contrainte mécanique. Donc ici, ce qu'il va falloir faire maintenant, on va regarder un petit peu l'échelle pour les déplacements. Donc si j'augmente l'échelle, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est logique, j'écrase la pièce. C'est de la compression, donc on va comprimer la pièce. On voit bien que la déformation se fait dans le sens de la sollicitation. D'accord? On pousse, on écrase la pièce. Donc ça, c'est de la compression. Mon effort va vers l'intérieur de la matière. Si j'ai l'effort qui va vers l'extérieur, je suis en traction. Ok. Donc ici, on voit bien qu'on ne dépasse pas la résistance mécanique, la limite élastique, on vous la précise, de 140 MPa. On est à 14,7, donc on ne dépasse pas la limite en compression. Donc ça, c'était pour les sollicitations axiales, d'accord, dans l'axe de la pièce. Maintenant, on va voir les sollicitations perpendiculaires. Donc ce que je vous demande de connaître, c'est les trois sollicitations élémentaires. Traction, compression, qui sont des sollicitations axiales. Et maintenant, pardon. Et maintenant, nous allons voir le cisaillement. Donc le cisaillement, c'est une sollicitation qui va être perpendiculaire à la section de la pièce. Donc on va solliciter la pièce de manière transversale. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les sollicitations. Ces sollicitations-là, je vais les supprimer. Je vais verrouiller les autres. Alors, on va aller ici. On va enlever ce chargement-là. Je vais verrouiller et encastrer cette pièce, cette partie-là. Voilà, on a deux encastrements. J'enregistre. Et on va solliciter ici de manière transversale. Ça pourrait être dans quel cas? Par exemple, si j'ai une goupille, ici on considère que c'est une goupille qui traverse une pièce, et cette pièce, ben, elle est sollicitée à un effort transversal. On reviendra sur ça. Ici, par exemple, la vanne sodium du sujet de bac, il me semble qu'ici, à un endroit, vous avez ici, pour l'entraînement, vous avez des goupilles qui sont liées à l'axe, et en fait, elles sont sollicitées en cisaillement. Puisqu'en fait, l'actionneur va descendre verticalement et va solliciter de manière perpendiculaire la goupille. Donc c'est le même principe qu'ici. Maintenant, je vais rajouter une sollicitation. Alors, on va faire justement une sollicitation... sont où d'ailleurs les sollicitations? C'est pas dans l'analyse. Ah voilà. Alors attendez, je réfléchis. Oh, ça va être force surface. Voilà. La direction, bah ça va être hop, axe X par exemple. On va le mettre vers le bas. Voilà. Et je vais faire une force, oui, de 1000 newtons, ça ira très bien. Hop, donc du coup, je vais vérifier que les chargements, j'ai bien qu'une force surfacique. Ok.
Et je vais appliquer cette force ici, sur cette surface-là, et on va bien voir ce que ça donne. On regarde les résultats. Et donc ici, on a une sollicitation qui se fait de manière perpendiculaire. Alors, on voit bien que ça va être aux éléments de contact qu'on va avoir la sollicitation maxi. Ok, suivant la direction. Et on a une contrainte de cisaillement. Et qu'est-ce qui se passe quand je cisaille? Ben, tout simplement, je vais avoir tendance ici à déformer la pièce. Alors, ça, ce sont des exagérations mathématiques, hein, ça ne se déforme pas tout à fait comme ça. On va dire que jusqu'ici, c'est à peu près cohérent, mais après, la déformation est telle que c'est pas assez précis. Il faudrait que je change la taille de mon maillage. Ok, donc ça va se déformer comme ça, et ça va avoir tendance ici à cisailler, comme une cisaille métallique qui va couper le métal. Donc c'est une sollicitation qui est perpendiculaire à l'axe de la goupille. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est par rapport à l'histoire de la vanne sodium. On va revoir un petit peu le sujet. Donc je vais aller chercher le sujet qui doit être sur mon bureau. Que j'ai dû sauvegarder. Non, c'est pas ça. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, certainement ici. Non, ça c'est le demi... C'est pas un sujet, c'est un sujet. Voilà, il est ici. Ça, c'est ce que j'ai enregistré. Ah, si, je sais où il est. Alors, 2 secondes. Eh mince, il est passé où? Le voilà. Il devrait arriver sous peu. Voilà. Donc le sujet sur la vanne cryo, enfin sur la vanne sodium, où on en était à peu près ici. On avait déterminé les sollicitations, etc. Et on vous demandait une étude de la validation de l'axe principal aux sollicitations. Donc ici, où vous avez justement une capture d'écran, je vais le mettre en plus grand, hop, une capture d'écran d'une analyse faite avec un logiciel de dimensionnement par élément fini. On vous donnait la limite d'élasticité, c'est 640 MPa, et on vous demandait, en fonction de l'échelle de couleur, de déterminer ici la sollicitation maxi. On voit que la sollicitation maxi se fait, en rouge toujours, dans cette zone-ci. Et la sollicitation maxi, c'est 4,327 newton mm carré, c'est 4,327 mégapascal. On vous demande à partir des résultats ci-dessus de donner la valeur maximale de la contrainte sur l'axe principal. C'est le facteur maxi de l'échelle, c'est 4,327. Donc ici, on aurait écrit en bas 4,327 mégapascal. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, on doit conclure par rapport à la limite d'élasticité. La limite d'élasticité, c'est 640 MPa. Cette limite d'élasticité, je peux également la retrouver. 2 petites minutes, je cherche le document. Alors, dossier technique, très probablement. Voilà, dans le dossier technique, est-ce qu'à un moment on parlait de matière? Ah, peut-être pas dans celui-là. Non, on vous donnait directement la valeur. Mais on peut aussi vous donner une fiche matière et vous avez à chercher la résistance mécanique dans la fiche matière, hein, comme je l'ai fait auparavant, pour l'aluminium. Je vais fermer celui-là. Donc conclure par rapport à la limite d'élasticité. Ma contrainte maxi est de 4,327 mégapascal. Elle est très inférieure à 640 mégapascal. Donc on peut considérer que le matériau qui est choisi est suffisamment résistant car sa limite élastique
est très supérieure à la contrainte maximale appliquée à la pièce. Ensuite, on vous demandait à quelle sollicitation est soumis cet axe. Justement, c'est là où je voulais en venir. Soit de la traction-compression, je vous rappelle que l'un est l'opposé de l'autre, pas l'inverse. Je rappelle que l'inverse, c'est 1 divisé par quelque chose. Et l'opposé, c'est... il y en a un qui est en positif, l'autre en négatif. Donc ici, est-ce que c'est du traction, de la compression, du cisaillement, de la flexion ou de la torsion? Eh bien, on regarde un petit peu les sollicitations. Ici, les sollicitations, elles sont montrées en violet. Et on voit qu'elles sont opposées vers l'intérieur de la matière. Je vous ai dit, sollicitation vers l'intérieur de la matière, c'est de la compression. Donc ici, c'était traction-compression. Ça aurait été de la traction si les flèches allaient vers l'extérieur de la matière. Si ici les flèches avaient été perpendiculaires, ça aurait été du cisaillement. La torsion, je n'en ai pas parlé. C'est quand on tient une pièce et qu'on fait tourner on sollicite en rotation autour de l'axe. Par exemple ici, c'est si je tenais là et que je cherchais à faire tourner en forçant autour de l'axe de la pièce, ça c'est de la torsion. Ok. Par exemple, l'axe de la colonne de direction sur une voiture, il est sollicité en torsion quand vous tournez le volant. Donc ici, bien entendu, c'était traction-compression. Voilà pour cette petite introduction à la résistance des matériaux. Les éléments que l'on va devoir retenir. Le premier, c'est le terme sollicitation. C'est comment je contrains, quelle force je vais appliquer à mon solide, à ma pièce. En fonction de la direction de ces sollicitations, je vais en déduire le type de sollicitation sur ma pièce. Ça peut être de la traction, de la compression, du cisaillement, de la flexion. Alors la flexion, on l'a pas vu, je peux vous le montrer rapidement. Ou de la torsion. On a introduit la notion de contrainte maximale dans la matière. Donc ça, c'est obtenu à partir de dimensionnement par élément fini, avec ce type de logiciel. Et le calcul vous permet d'obtenir la contrainte maximale dans la matière en fonction des éléments qui vont être fixes et des surfaces qui vont être chargées. On va vérifier que la sollicitation maxi à l'intérieur de la matière ne dépasse jamais la limite d'élasticité. On a parlé aussi de coefficient de sécurité, c'est-à-dire que si j'ai un coefficient de sécurité de 2, par exemple, sur cette pièce, on vérifiera que la contrainte maximale ne dépasse jamais 320 mégapascales. Si ça avait été 10, le coefficient de sécurité, ça aurait été 64 mégapascales. Et du coup, on aurait été encore en dessous. D'accord? Bien. Je vous montre rapidement, et on terminera là-dessus, la notion de flexion et de torsion. Je vais toujours prendre ma pièce. Ici, c'était du cisaillement. Je supprime la contrainte, je vais supprimer également le blocage de droite. Non, pas celui-là. C'était celui-là. Et je vais appliquer... on va faire de la flexion, c'est-à-dire que cette partie-là est fixe, et cette partie-là, je vais appliquer une force perpendiculaire, mais en un seul point. Alors, esquisse 2D. Analyse. C'est force surfacique. Géométrie. La direction X vers le bas. 1000 newtons. Ok. Pof. Donc, généralement, la flexion, c'est une force déportée. C'est, par exemple, quand je prends une règle, que je la mets au bord de la table, et que je viens appuyer à son extrémité, je crée une sollicitation de flexion. J'enregistre. Hop là. Hop, et donc ici, bon, on a une contrainte maximale de 716 mégapascales, donc là ici la pièce elle va casser, bien évidemment. Et donc on va regarder un petit peu la déformation. Voilà ce qui se passe. On a flexion. D'accord? La pièce fléchit. Donc ça c'est de la flexion.
Maintenant, une contrainte de torsion. On va regarder de la torsion, je vais verrouiller celle-ci, je vais ici supprimer la sollicitation, et on va ajouter un moment. La face, c'est ça. « 150 Nm, ça devrait le faire. » Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On refait le calcul. À mon avis, on a largement dépassé la sollicitation maxi avec 150 Nm. Voilà, on a 716 mégapascales de sollicitation pour 240 en limite élastique. Et je pense qu'on a même dépassé la résistance mécanique. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer si je regarde l'échelle, le facteur d'échelle? Mince, si je montre pas. Hop, tac. Sollicitation maxi, évidemment, la sollicitation maxi, elle se fait à l'intérieur ici de la partie cylindrique. Et qu'est-ce qui se passe quand je tourne? Ben voilà ce qui se passe. Bon là c'est une aberration mécanique. Hein. Ok. Faudrait que je rajoute. Alors bougez pas, ce qu'il faudrait, c'est un glissement surfacique. Tac. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, regardez bien, ça devrait être un peu plus logique. Normalement, ça devrait plus bouger ça. Hop, je remonte les sollicitations. Et ici, du coup, facteur d'échelle, oui, von Mises, si tu veux, hop. Voilà ce qui va se passer. Ah ben, ça change rien. Alors, c'est une aberration, hein, ça gonfle pas la matière quand on la tord. Hein. D'accord. Ouais, on voit bien la section ici, la section qui se tord. Hein. Mais normalement, ça devrait pas gonfler. Bon, pas grave. Vous voyez, on tord la pièce. Donc ça, c'est de la torsion, qui est due à un moment, c'est-à-dire à une force qui s'applique autour d'un axe. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ici, pour la partie résistance des matériaux. Ce que je vous demande de savoir à partir de maintenant, c'est d'être capable d'identifier les différents types de sollicitations. Traction, compression, cisaillement, flexion, on l'a vu, pensez à la règle, quand je la mets au bord de la table, flexion, et torsion, je tourne la pièce autour de son axe, et là je crée une sollicitation, à condition que bien entendu il y ait un côté qui soit fixe. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, pour cette partie étude des constructions. On continuera et on terminera le sujet la première semaine après les deux semaines de vacances. Je vous mets sur Pronote, bien entendu, le lien vers la vidéo que je vais publier sur le Peertube. Et je vais également vous mettre une fiche résumée concernant la RDM, une fiche de cours. Voilà. Bonne journée à vous et à tout de suite pour la partie productique.